La compagnie a été accusée de négligence criminelle, puis acquittée. Bien, je pense que, franchement, là, je suis un peu déçu. Là, après 6 mois de travail, d'effort, là, on a eu un travail d'équipe fantastique là-dedans. J'ai passé une année là, de travail, 18 heures par jour, les fins de semaine compris. Un procès aux assises qui a duré 6 mois. Donc, ce fut une année très éprouvante au niveau physique. Dans cet interminable procès, Jean-Pierre Major était seul contre une armée d'avocats embauchés par Bellemoral. Mais vous saviez que la barre était haute, là? Très haute, oui. Ça, vous le saviez à l'avance, oui? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas dit non? Je suis fautif. C'est peut-être, lorsqu'on est jeune, on est très orgueilleux. On est très ambitieux. Puis je pense que ça, ça fait partie de tout être humain dans sa jeunesse. On n'est pas capable de refuser. Et on sait que si on refuse ou si on ose demander de l'aide, dans le milieu où j'étais, on est mal vu. Par conséquent, on accepte. À son retour à Montréal, Jean-Pierre Major a été foudroyé par une maladie s'attaquant au système nerveux. Il avait perdu toute coordination. Il ne pouvait plus bouger. Il a été hospitalisé pendant 1 an pour réapprendre à marcher. Aujourd'hui, il se déplace péniblement avec une canne. Vos médecins vous ont dit que probablement que du surménage, le surménage explique... Non, le neurologue n'a pas dit probablement, il a dit c'est ça. Il a dit l'état de fatigue dans lequel tu étais a fait en sorte que tu aies cette maladie. C'était clair dans son esprit. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? J'étais un peu maudit contre moi. C'est évident que quelqu'un qui se donne à ce point à son travail, ça fait l'affaire de l'organisation, qui va utiliser cette fragilité-là, d'une certaine façon. Mais ça donne aussi temporairement quelque chose à la personne qui le fait. Alors, elle a l'illusion d'être indispensable, par exemple. Moi, je pense qu'il n'y a personne d'indispensable. Mais c'est assez facile de se croire indispensable quand, entre autres, les autres personnes nous font sentir indispensables. Moi, je me suis piégé et je mets quand même une responsabilité sur les gestionnaires parce que eux, les gestionnaires, ils savent très bien, lorsqu'ils demandent à quelqu'un, un jeune avocat, que le jeune va accepter. Il présume que le jeune va accepter parce qu'il sait que le jeune ne va pas oser refuser. C'est la nature humaine, ça. Nous autres ici, quand on se lève le matin, ça nous tente de venir travailler, tandis que les autres là, qui font 60-70 heures par semaine, je suis pas sûr qu'ils se lèvent le matin et que ça leur tente vraiment d'aller travailler, autant que nous autres, ça nous tente de venir ici. L'histoire de la barre trop haute ne s'adresse pas qu'aux gens de l'élite, vous le savez. Elle nous concerne tous. Qui n'a pas entendu le slogan des entreprises des années 90, « Faire plus avec moins ». À l'aube de l'an 2000, nous sommes très loin de la société des loisirs, telle que promise il y a de ça très longtemps. J'éprouve un climat de rassurance, un sentiment de sécurité. Ceci n'est pas une séance ésotérique. Il s'agit d'une session de formation pour améliorer la performance lorsque la barre est trop haute. Y participent des gens très sérieux, des ministres, des vedettes sportives ou des grands patrons d'entreprises comme Bell Canada, Alcan ou le Mouvement des Jardins. La lumière qui baigne mes paupières actuellement pénètre dans mon cerveau. L'idée, c'est d'utiliser ces lunettes et casques d'écoute avec musique subliminale pour stimuler la sécrétion d'endorphines, une hormone qui aide à récupérer et à devenir plus performant. Faire une semaine très chargée de travail avec la conviction que le week-end va nous retaper puis qu'on va être de bonne humeur et qu'on va recommencer semaine après l'autre, ça ne sera plus suffisant, ça ne l'est plus déjà. Il faut que ce soit tous les jours que les humains prennent soin d'eux-mêmes, donc qu'on fasse monter leur qualité de vie à tous les jours, pas une fois par semaine. Les gens se demandent parfois des choses qui dépassent presque l'entendement, mais les entreprises aussi exigent ça d'eux. Les gens se demandent des choses qui dépassent l'entendement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'ils se demandent des performances exceptionnelles, ils se demandent des heures exceptionnelles, ils se permettent pas d'avoir une vie. Les milliards de cellules du cerveau s'énergisent. Mondialement parlant, le mot d'ordre s'appelle productivité.
Alors, les images fortes d'une entreprise ne peuvent pas laisser une image de faiblesse. Alors, les gens qu'on reçoit ne s'associent pas à de la faiblesse, à des difficultés particulières. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite être plus performant. Sur les 10 dernières années, on a presque assisté à de la coupe à blanc, si on peut. C'est une expression à la mode actuellement. C'est intéressant de l'utiliser pour les ressources humaines aussi, parce que dans certaines entreprises, on a vu des exigences d'entreprises qui sont devenues de plus en plus importantes, jusqu'à un point où elles sont souvent carrément déraisonnables, et des attentes de plus en plus grandes, ce qui était il y a 10 ans, au moment où on pensait que les restructurations allaient durer 1 an ou 2, c'était une stratégie valable, une stratégie court terme valable que de faire plus avec moins. Mais c'est une stratégie moyen terme qui n'a aucun sens, parce que l'être humain, comme la forêt, comme l'eau, ce sont des ressources renouvelables. C'est-à-dire que si on en prend soin et qu'on lui donne ce qu'il faut, un être humain, ça peut être très créatif et très productif jusqu'à très tard dans sa vie. L'imperfection irrite les 1. Ils voient immédiatement l'erreur et le défaut. Les types 1 sont convaincus que la vie est dure et que le repos s'y mérite, et qu'il faut repousser le plaisir tant que tout le reste n'est pas fini. Ce qui a changé beaucoup aussi, c'est le sentiment de sécurité. Il y a 10 ans, les gens ne s'inquiétaient pas constamment à savoir s'ils allaient conserver leur travail ou pas. On le voit d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que actuellement, dans le monde du travail, le héros d'aujourd'hui peut devenir le zéro de demain. L'Institut Chabot ne reçoit plus seulement de grands dirigeants d'entreprise. Il y avait cette journée-là un groupe d'employés de Bell responsables de la cueillette des comptes impayés. La barre est aujourd'hui haute pour tout le monde. Moins de fatigue. Beaucoup moins de fatigue aussi. À la fin de la journée, on n'est pas brûlé. On y reste encore d'énergie pour faire d'autres choses. Donc, vous pouvez travailler plus fort si vous voulez. Pas nécessairement. Peut-être pas plus fort. On va faire le même travail, peut-être plus concentré, en moins de temps. Donc, il nous reste l'énergie pour le reste de la journée. Marie-Josée Côté est une jeune informaticienne qui, jusqu'à tout récemment, travaillait pour une grosse compagnie des Laurentides qui en demande beaucoup à ses employés. C'est quoi une journée de travail pour vous à ce moment-là? Bien, on avait une pile d'épaisse, puis à la fin de la journée, c'était épais comme ça. C'était on arrivait le matin, on avait déjà une liste incroyable de travail à faire, puis aussitôt qu'on repartait le soir, c'était encore plus qu'il y en avait, là. C'est quoi, c'est des 12 heures par jour, 12, 13, 14 heures? 10, 12 heures. Même plus, j'ai fait du 24 heures en ligne. Les petites combien? C'est autre chose sérieuse. Ah, c'est le travail, ça. Cet homme, c'est le nouvel employeur de Mme Côté. Il est le président de la compagnie DLGL. Il s'amuse devant ses employés pendant les pauses à conduire des voitures de course. Il rejette le modèle de l'hyper-performant qui fixe la barre toujours trop haute. On ne veut pas des gens qui travaillent 70 heures par semaine, puis qui vont faire ça pendant 2 ans, puis qui après ça vont disparaître avec tout leur knowledge et tout l'investissement de formation qu'on y aura fait. C'est faux, ces approches-là. Ça ne dure qu'un temps. On est beaucoup plus intéressé par des gens plus normaux, qui ont des vies plus équilibrées. Ici, personne ne travaille plus de 37 heures par semaine. Les employés décident eux-mêmes de leurs horaires et de la durée de leurs vacances. Et ça rapporte 40 % de croissance par année pour la compagnie. Je vais te donner un exemple. Il y a une fille qui travaille avec nous autres. À un moment donné, faisait peut-être 38, 40 heures qu'elle faisait assez régulièrement. Puis René Thibault l'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? As-tu des problèmes? Pourquoi tu fais tant d'heures que ça? C'est pas normal. Je dis pas que ça arrive jamais. Là, tu fais 40 heures, ça arrive. Là. Mais c'est pas normal. Quand tu en fais 40 heures et plus régulier, là, il y a un problème. Je crois pas qu'ils sont productifs là, à 50 ou à 60 heures semaine. C'est pas vrai. Puis nous autres aussi, quand on se lève le matin, ça nous tente de venir travailler, tandis qu'eux autres là, qui font 60-70 heures par semaine, je suis pas sûr qu'ils se lèvent le matin et que ça leur tente vraiment d'aller travailler, autant que nous autres, ça nous tente de venir ici. C'est à qui la soupe? Les gens, souvent, se donnent comme objectif d'être les plus gros au monde. Puis tout est organisé en fonction de ça.
Nous autres, on s'est donné comme objectif d'être les meilleurs au monde, non pas les plus gros. C'est très différent. On a une philosophie qui est bien établie, qui est bien documentée, puis qui est bien publiée, entre autres, auprès des gens quand on fait du recrutement. Et c'est une philosophie qui est basée sur la qualité de vie. Il y a déjà de nombreuses entreprises qui se rendent compte que quand ils tiennent compte des besoins des personnes, les résultats sont encore meilleurs que quand ils ne tiennent pas compte des résultats des personnes. Alors, je pense que on va assister à de plus en plus d'entreprises conscientes de ce que c'est qu'un être humain et du fait que l'être humain, c'est une ressource renouvelable. La barre trop haute, on vient de le voir, c'est aussi l'affaire des entreprises. Surtout que le stress au travail a été déclaré par les Nations unies comme étant la maladie du 20e siècle. Personne n'est épargné, pas même les plus forts, les gagnants, les meneurs ou les perfectionnistes. Ces hommes ou ces femmes qui souvent sont les plus fragiles et pour qui la performance, dans des cas extrêmes, peut les conduire jusqu'à la mort. Parce que de travailler, à bien comprendre ce qu'on fait, faire un effort quelques semaines, toi, travailler fort, là, ça se fait. Tu ménages des moments de repos, puis qu'ensuite, tu as les vacances qu'il faut pour récupérer tout ça, ça va se faire. Si c'est important, tu vas le faire, puis tu vas avoir du plaisir à le faire. Ce qui est mauvais, c'est quand on le fait de façon, dans une optique d'essayer de faire quelque chose qui est impossible. Toi, tu es dans un cul-de-sac. C'est le cul-de-sac qui tue. Dans le fond, c'est l'impuissance qui tue. Le désir de toute puissance t'amène dans l'impuissance. Puis ça tue. Ici Radio-Canada.